cette édition, nous irons au Maroc où le président de la République est en visite officielle. Il vient de prendre part à la clôture du Forum économique ivoiro-marocain. 24 accords ont été signés entre les deux pays. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, met de l'ordre dans l'organisation du baccalauréat. La question a été abordée en marge de la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA au Bénin. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, était en visite ce matin dans la commune de Yopougon pour constater l'effectivité de la desserte en eau potable des ménages. Le Venezuela, puissance pétrolière, est confronté à la chute des prix du pétrole. Le président Maduro effectue une tournée des producteurs pour évoquer la situation. Bonsoir à tous et merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Nous partons tout de suite au Maroc où le président de la République, en visite officielle, a pris part à la clôture du Forum économique ivoiro-marocain. Les opérateurs économiques marocains et ivoiriens qui se sont réunis pendant 2 jours ont affiché leur détermination à nouer et à développer des partenariats solides. 24 accords ont été signés entre les deux pays au thème de ce forum économique, nous explique notre envoyé spécial au Maroc, Jérôme Kofi Abolin. Pour une dynamique de coémergence en marche, c'est sous ce vocable que s'est tenu pendant 2 jours à Marrakech le Forum économique ivoiro-marocain. Cette rencontre, organisée dans le cadre de la visite officielle du président de la République, Alassane Ouattara, au Maroc, s'est donnée pour objectif de contribuer à l'amélioration du climat d'affaires entre les deux pays. La fin des travaux menés par des opérateurs économiques ivoiriens et marocains a été coprésidée par le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. À l'occasion de cette cérémonie de clôture, la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc a indiqué que c'est ensemble, parlant des deux parties ivoiriennes et marocaines, que les peuples respectifs pourraient mieux faire face aux nombreux défis. À l'heure où toutes les régions du monde s'organisent en espace intégré, notre continent doit continuer d'agir et de s'inscrire dans cette tendance. Comme le dit le proverbe africain, le fleuve prend des détours quand il ne trouve personne pour lui montrer son chemin. Majesté, Monsieur le Président, votre engagement pour l'Afrique nous indique la voie, celle de l'espoir et du progrès. Et nous sommes décidés, Marocains et Ivoiriens, à relever les défis ensemble. Même son de cloche pour le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Jean Kakou Diagou a souhaité pour le succès de la coopération voulue par les deux pays un partenariat équilibré. Si nous souhaitons que cette coopération gagne en efficacité et en crédibilité aux yeux de nos peuples, il faudrait que nous le pensions sous forme de partenariat équilibré gagnant-gagnant sur le plan capitalistique et aussi sur le plan de l'utilisation des ressources humaines. Nous pensons donc que des actions en faveur de mécanismes d'incitation pour les investisseurs soient prises pour permettre un rééquilibrage de la situation actuelle entre les secteurs d'affaires marocains et ivoiriens. Dans son discours de fin de travaux, le président de la République, Alassane Ouattara, a réaffirmé la détermination les caractérisant, lui et le roi du Maroc, pour une coopération bilatérale prometteuse. Les liens d'amitié et de confiance que nous avons su tisser ont donné une dimension particulière à un partenariat fécond entre nos deux pays dans tous les domaines. Cette vision, c'est d'aller le plus loin possible dans la coopération entre nos deux peuples qui s'apprécient et défendent les mêmes valeurs de solidarité et de fraternité. Le présent forum se tient à une période charnière du développement des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. En effet, Sa Majesté le roi Mohamed VI et moi-même sommes déterminés à réaliser l'essor de nos pays respectifs et à renforcer davantage les liens de fraternité, d'amitié
et de solidarité entre nos deux peuples. L'issue des travaux du forum a été marquée par la signature de 24 conventions, dont l'une intitulée « Mémorandum d'entente pour le renforcement du partenariat économique et favorisant l'émergence d'acteurs économiques régionaux ». S'agissant de la visite officielle du président de la République de Côte d'Ivoire au Maroc, elle a été l'objet d'un communiqué conjoint co-signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Le Premier ministre est aussi en mission à l'étranger. Il est à Davos, en Suisse, depuis hier. Daniel Kablan-Duncan participe au Forum économique mondial au nom du président de la République. Et ce matin, il a pris part à une rencontre portant sur les stratégies de compétition dans un nouvel ordre mondial. Les explications avec notre envoyé spécial, Alexis Ouedraogo. Le Forum économique mondial s'est ouvert cette année avec en toile de fond des conflits et attentats qui se multiplient sur le globe, une conjoncture économique morose et une forte croissance des inégalités. Il s'agit donc pour les participants de cette 45e édition de prendre conscience de ce nouveau contexte en vue de reconsidérer les efforts et faire des progrès pour relever les nouveaux challenges qui requièrent une forte coopération publique-privée. Le chef du gouvernement a d'ailleurs ce matin pris part à un atelier portant sur les stratégies de compétition dans un nouveau contexte mondial. Après la guerre froide qui a eu lieu, il y a de nouveaux conflits qui se lèvent, notamment donc au niveau de l'Europe avec la question de l'Ukraine, au niveau du Moyen-Orient avec le conflit, disons, israélo-palestinien, et bien sûr en Afrique avec le problème du terrorisme et tout ça. Et quelles sont donc les solutions qu'on peut trouver? Il faut effectivement avoir disons, des États plus forts, une intégration régionale plus importante et disons que faire en sorte que la croissance soit élevée, de manière à pouvoir faire face, disons que, aux demandes de la population et faire en sorte qu'il n'y ait pas, disons, cette fuite des Africains vers l'Europe ou les autres pays donc, du monde. Autre sujet évoqué, la résolution de crises géopolitiques, les répercussions du changement climatique, la lutte contre les pandémies telles qu'Ebola, le futur de l'énergie. La réunion, qui sert aussi de creuset pour la rencontre d'investisseurs, a vu le Premier ministre accorder une audience à Jim Coles de Citigroup. Le groupe entend renforcer la coopération avec la Côte d'Ivoire et soutenir sa croissance économique. Daniel Kablan-Duncan a aussi reçu M. Indula d'une importante multinationale indienne. Elle entend s'implanter dans le pays et susciter de nombreux emplois. Nous sommes à notre deuxième rencontre avec le Premier ministre et nous attendons mettre sur pied un programme de partenariat dans différents secteurs pour créer des emplois, partager les connaissances de l'Inde en matière de technologie et bien d'autres choses. Sur invitation du chef du gouvernement, le groupe devrait d'ailleurs très bientôt se signaler sur Abidjan. Et avant de s'envoler pour la Suisse, le Premier ministre a eu des rencontres ici à Abidjan. Il a échangé avec des personnalités, notamment l'expert indépendant de l'ONU chargé des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et l'ambassadeur du Japon. Le compte-rendu est signé Hugues Avebli. Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Mohamed Ayat, en rencontrant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, entendait disposer d'un maximum d'informations susceptible d'aider au bon déroulement de sa mission en Côte d'Ivoire. Son Excellence le Premier ministre m'a reçu. Je trouve que c'est déjà un très bon signe pour ma mission. On est en train de me donner les ingrédients qu'il faut pour que je puisse faire une évaluation objective. L'ambassadeur du Japon était lui chez le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour évoquer en ce début d'année les nouvelles orientations de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire, une coopération qu'il est question de renforcer. J'ai exprimé ma détermination de renforcement des relations entre le Japon et la Côte d'Ivoire, en particulier à travers notre coopération économique. Également, j'ai exprimé mes efforts d'attirer davantage des entreprises japonaises qui s'intéresseront à la Côte d'Ivoire pour les investissements. Également reçu par le Premier ministre ivoirien, le chargé d'affaires de l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire. Il était porteur d'un message d'amitié et de fraternité du Premier ministre libanais Taman Salam à son homologue ivoirien. Message avec deux volets essentiels. Le premier, c'est inviter la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire à s'impliquer davantage
dans la renaissance économique du pays et en particulier sur l'investissement dans les domaines que le gouvernement estime pourvoyeurs d'emploi pour les jeunes. Le deuxième élément, c'est que le Liban souhaite accompagner la Côte d'Ivoire dans sa volonté de devenir un pays émergent à l'horizon de l'année 2020 en favorisant les échanges économiques entre les deux pays. De coopération, il a été aussi question au cours des échanges entre le Premier ministre Dana Cablan-Duncan et le chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran en Côte d'Ivoire. Déjà excellente, la coopération entre l'Iran et la Côte d'Ivoire sera renforcée. Je suis venu pour ouvrir une nouvelle saison des relations de deux pays, avec cette différence que non seulement on aura des coopérations politiques et économiques, en plus de ça, on va transférer notre technologie en Côte d'Ivoire. Voilà, l'expert indépendant de l'ONU chargé des droits de l'homme en Côte d'Ivoire a été aussi reçu par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant à son cabinet au plateau. Au menu des échanges, la question du processus de la prise en charge des victimes de guerre et celle de la crise post-électorale. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, veut mettre de l'ordre dans l'organisation du baccalauréat. La question a été en tout cas abordée en marge de la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA au Bénin. Et l'Union a aussi institué un délai d'organisation du baccalauréat entre le 18 et le 21 juin et est en passe de concevoir un programme d'enseignement communautaire au sein des pays membres. Le reportage de notre envoyé spécial sur place, Adama Koné. Fini le nomadisme des candidats qui se donnaient les moyens de composer dans plusieurs pays de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine dans une même année pour décrocher leur bac. L'Union a pris des dispositions pour donner les mêmes chances à tous. C'est une pratique qui portait atteinte à la crédibilité d'un examen aussi important que le baccalauréat. Les ministres de l'Éducation, les ministres de l'Enseignement supérieur, la Commission de l'Union avaient convenu d'organiser le baccalauréat désormais entre le 18 juin et le 21 juin de chaque année. Et cette période unique, nous nous en félicitons, est très largement respectée par les États. En plus de ce verrou, l'UEMOA entend participer activement à la qualité des enseignements dispensés ainsi qu'à leur harmonisation, de sorte qu'il n'y ait plus de disparité dans le programme d'enseignement des matières d'un pays à l'autre. Il s'agit de faire converger les cours. C'est cette convergence qui est en cours et qui est portée par les directeurs des offices du bac et par les inspecteurs qui gèrent. Dans chacun des pays, vous avez l'inspecteur de mathématiques, de philo, de français. Eux, ils travaillent à regarder dans quelle mesure, si vous êtes en série A au Sénégal, quels sont les éléments du programme, en quoi c'est différent de ce qui est enseigné en Côte d'Ivoire. Il faut travailler à faire converger d'abord les programmes. Le baccalauréat est une étape charnière dans la formation des jeunes. Si nous travaillons à l'harmonisation de nos systèmes d'enseignement, il faut travailler à ce qu'on puisse harmoniser le baccalauréat. C'est ce qui permet d'avoir une base commune pour les enfants lorsqu'ils arrivent à l'université. La commission de l'UEMOA a déjà lancé un projet pilote dont les résultats serviront de base de directive à appliquer dans les 8 pays de l'Union. Loin de Cotonou, ici à Abidjan, la question de l'eau pour tous préoccupe le gouvernement. Il en a fait en tout cas sa priorité. En décembre dernier, le chef de l'État a mis en marche la station de traitement d'eau de Niangon dans la commune de Yopougon. Le ministre des Infrastructures et Économiques, Patrick Kaché, était en visite ce matin même sur le terrain pour constater l'effectivité de la desserte en eau potable des ménages, comme nous l'explique Hamza Diaby. Tous les portables sont sur réveil à 4 h du matin. On va payer de l'eau. Ce bidon liquide coûte 50, chargement coûte 100 francs. On a vraiment souffert. Mais grâce à vous aujourd'hui, on a eu l'eau. Pour une patience, c'en est une. Il y a 4, 5, voire 8 ans que les populations de plusieurs quartiers de Yopougon vivaient cette situation. Aucune goutte d'eau dans les robinets. Aujourd'hui, c'est visible. On a de l'eau pour la première fois depuis toutes ces années et c'est un soulagement. Nous voulons dire merci au gouvernement de Côte d'Ivoire parce que le pays travaille, les Ivoiriens travaillent. Et nous sommes très heureux. Nous avons de l'eau dans le quartier, de l'eau dans les douches, dans les robinets, partout. Nous avons de l'eau maintenant.
Depuis 5 ans, on n'a pas de l'eau. Mais aujourd'hui, on ne se lève plus pour courir derrière citerne. Donc, on va fêter. Ce jeudi, le ministre des Infrastructures économiques est venu faire le constat, 1 mois et demi après la mise en marche de la station d'eau de Nyongon 2. La desserte des populations en eau potable n'est certes pas encore totale à 100%, mais elle se fait progressivement. De nombreuses canalisations sont cassées et doivent être réparées. Mais tant que vous n'avez pas mis d'eau, vous ne savez pas quelle canalisation est cassée, n'est pas cassée. Donc, ça a commencé aujourd'hui, on est prêt à plus de 70%. Je dirais, du quartier qui est alimenté régulièrement. Sur 30%, on fait un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On va dans les quartiers, on rencontre les populations, on voit où est-ce qu'il y en a, où on n'a pas, et on est en train de faire, disons, on est en train d'affiner le processus pour que, à terme, tous les problèmes soient entièrement réglés. Aujourd'hui, c'est Yopougon qui savoure la venue de l'eau. Dans quelques semaines seulement, c'est le district d'Abidjan tout entier qui en bénéficiera, avec la station de traitement d'eau de Bonois qui sera inaugurée lundi prochain par le chef de l'État. Et le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable vient de tenir rencontre avec des experts de l'Agence française de développement. Ces experts vont appuyer la Côte d'Ivoire pour accélérer sa transition énergétique. Le reportage d'Éric Goury. Dans sa mission d'accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et promouvoir l'efficacité énergétique, le gouvernement ivoirien s'active. Pendant sa rencontre avec les experts de l'Agence française de développement, le ministre Rémi Alakwadio n'a pas manqué de rappeler les attentes du gouvernement ivoirien. Le ministre a salué la mise en place du projet SUNREF UEMOA qui consiste à mettre à disposition des banques opérant dans l'espace UEMOA une ligne de crédit de 30 millions d'euros, soit 19 milliards 650 millions de francs CFA, dédiée aux investissements dans le domaine énergétique. C'est une implication dans le financement des projets portés par des entreprises du secteur privé, des projets d'investissement dans l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. On propose un produit intégré entre donc des lignes de crédit, de l'assistance technique, des primes aussi pour les porteurs de projets. C'est des produits qu'on développe dans un certain nombre de pays dans le monde. Pour le chef de projet de l'Agence française du développement, le dit projet dispose de plusieurs instruments d'appui au financement environnementaux. Pour la phase pilote du projet SUNREF, 4 pays de la CEDEAO, dont la Côte d'Ivoire, sont concernés. Ils bénéficieront du soutien technique et financier grâce à l'Union européenne et le Fonds français de l'environnement. L'opération spéciale de salubrité Abidjan Ville Propre a été lancée depuis quelques jours. Mais quelles sont les retombées sur le terrain après presque une semaine? Notre reporter Hugues Aveblé a fait un tour sur le boulevard Nangui-Abrogwa, c'est dans la commune d'Adjamé. Commune de Cocody ce jeudi. Le ramassage des ordures est effectif. Un constat qui intervient au 6e jour de l'opération Abidjan Ville Propre. L'opération lancée officiellement vendredi dernier à Yopougon par le Premier ministre Nana Kablan-Duncan est donc dans sa phase opérationnelle. Adjamé Nangui Abrogwa. Sur ce boulevard notoirement connu pour son insalubrité, il était aisé de circuler et sans avoir besoin de se boucher le nez. C'est vraiment sain dans ces temps-là. On remarque que les ordures ne sont plus laissées à la traîne. Et à chaque fois, on vient ramasser et tout ça, nous on apprécie vraiment. C'est ce qui fait que les mauvaises odeurs ont diminué franchement. Hein. Voilà, on apprécie vraiment ça. Et on espère que ça va continuer. Hein. Financé à hauteur de 2 milliards 200 millions de francs CFA par le président de la République, l'opération spéciale de salubrité Abidjan Ville Propre vise à mettre fin à l'état d'insalubrité que connaît le district d'Abidjan. Nous sommes satisfaits pour la simple raison que partout où nous sommes passés, là où il n'y avait pas de coffre, il y a une semaine ou 10 jours, aujourd'hui nous trouvons assez de coffres. Là où il n'y avait pas de balayeurs, aujourd'hui nous trouvons des balayeurs. Là où il n'y avait pas d'agents, pour assurer la salubrité, nous trouvons des agents. L'opération Abidjan Ville Propre va durer 5 semaines et permettra à terme de ramener la salubrité dans le district autonome d'Abidjan à un niveau satisfaisant. Le gouverneur Robert Begré-Mambé vient de tenir une rencontre avec les chefs Atchan et Atché du district d'Abidjan. Plusieurs chantiers de développement économique du président de la République ont été présentés à ces chefs par le gouverneur du district d'Abidjan. On en sait plus avec Éric Ogori.
Ces têtes couronnées et chefs religieux venus rencontrer le gouverneur du district d'Abidjan lui ont présenté des doléances concernant le développement de leur village. Occasion pour Begré Mambé de rassurer ses ordres sur l'aboutissement de nombreux chantiers de développement en cette année 2015 dans les villages d'Abidjan réalisés par le district autonome. Il a également dit son engagement à offrir le bonheur à ses administrés. Je voudrais rassurer les chefs de village. Ce que nous avons dit, s'agissant du bitumage, des voies, de toutes les voies centrales et les voies d'accès dans les villages hors d'Abidjan, sera fait exactement cette année. S'agissant de mes frères d'Abidjan, on a fait un programme spécial et là aussi, cette année, tout sera fait pour que le maximum soit fait dans les villages d'Abidjan et que vous voyez que ce que nous disons, nous le faisons avec le soutien du chef de l'État. Par ailleurs, le gouverneur Robert Begré Mambé a invité les chefs traditionnels et guides religieux à jouer aussi un rôle en amont et en aval pour maintenir la stabilité dans les villages en vue de la réalisation des projets. Le gouverneur a reçu des dons de la part des têtes couronnées des villages à Tchan et à Thié, mais également des guides religieux. Que deviennent les tilapias brésiliens transférés il y a 6 mois à la station de recherche en pêche et aquaculture continentale du CNRA à Bouaké? Ces tilapias, sachez-le, se multiplient et la Côte d'Ivoire a reçu ses alevins dans le cadre d'une coopération dans le domaine de l'aquaculture avec le Brésil. Le reportage de Francis Boifo. 6 mois après le transfert des tilapias brésiliens à la station de recherche en pêche et aquaculture continentale du Centre national de recherche agronomique CNRA de Bouaké, les poissons réagissent bien aux techniques expérimentales. 1. Les maintenir vivants. 2. Les faire grossir et les reproduire. De 2000, aujourd'hui nous sommes à peu près à 12 000. En visite sur le site, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, a pu constater l'évolution des tilapias, fruits de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Le tilapia brésilien évolue 3 fois plus rapidement que celui que nous avons ici. C'est dire que le travail a été bien fait. L'objectif en développant ce type de tilapia, c'est que demain nous puissions ensemencer les lagunes, ensemencer les étangs, ensemencer les fleuves et pourquoi pas les rivières. Les acteurs de la pêche et de l'aquaculture ivoirienne attendent beaucoup des résultats des chercheurs. Nous attendons beaucoup de ce poisson en ce sens qu'il va nous permettre, 1, d'améliorer le ratio population et protéines d'origine halieutique et en même temps présenter aux consommateurs des poissons marchands de belle taille. Après la phase de reproduction des tilapias brésiliens, les chercheurs du CNRA envisagent dans 6 mois de réussir l'étape du grossissement des poissons. Suivra la diffusion de la souche en milieu paysan. Et on va changer carrément de sujet. La force française en Côte d'Ivoire vient de prendre le relais de l'opération Licorne. La mission de la force Licorne en Côte d'Ivoire a officiellement pris fin hier. Après 12 années d'activité, la force française qui a pris justement ce relais va servir de base pour les opérations de la France en Afrique de l'Ouest. On en sait plus avec Michel Digré. De 2002 à 2014, 85 000 soldats français de la force Licorne ont foulé le sol ivoirien. L'objectif premier, assurer la sécurité des ressortissants français au lendemain d'une tentative de coup d'État. La mission s'est ensuite étendue au contrôle du cessez-le-feu résultant des accords de Marcoussis et à un appui des troupes onusiennes en Côte d'Ivoire. 27 soldats français y ont laissé leur vie. Nous ne les oublions pas. Ils sont morts pour la France et pour la Côte d'Ivoire. Tout au long de ces années, notre dispositif s'est continuellement adapté à l'évolution de la situation. Nos armées françaises ont apporté un soutien déterminant au processus de réconciliation nationale.
et à la paix dans ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est notre honneur. La situation est désormais normalisée. C'est notre fierté. Aujourd'hui, la force Licorne laisse la place aux forces françaises en République de Côte d'Ivoire. Changement des insignes des soldats pour marquer le passage de la force Licorne aux forces françaises en Côte d'Ivoire. L'objectif des forces françaises en Côte d'Ivoire, c'est de disposer d'un réservoir de force et d'aider aux opérations françaises qui sont menées en Afrique. Donc c'est plus une force qui est sur la Côte d'Ivoire, mais c'est une force au bénéfice des opérations militaires françaises dans la sous-région. Ainsi s'ouvre une nouvelle page de la coopération militaire entre les deux pays. La force Licorne a eu un rôle essentiel, déterminant et efficace en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement a tenu, à travers notre présence, à exprimer notre gratitude, notre reconnaissance à tous ces soldats qui sont venus loin de leur patrie, apporter leur contribution à la paix en Côte d'Ivoire. Voilà le sens de notre présence. Et ensuite, ça a été une très belle cérémonie. Souhaitons donc la bienvenue aux forces françaises en Côte d'Ivoire, qui elles aussi auront une mission de coopération efficace avec nos forces dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité en Côte d'Ivoire. La coopération ne sera pas que militaire, elle sera aussi culturelle. Cette vision du commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire a été matérialisée par la signature d'un protocole d'accord avec le fer de lance de la musique ivoirienne, le groupe Magic System. Voilà, les hommes en tenue ne savent pas que danser, ils savent aussi faire le sport et justement, ils ont rangé leurs treillis et rangeuses au profit de paires de baskets et de tenues de sport. Plus d'1 million de militaires issus notamment des forces républicaines de Côte d'Ivoire étaient réunis au plateau à l'occasion du lancement officiel du footing de cohésion. C'est une initiative de l'état-major général des armées. Hamza Diaby pour le reportage. 6h45 ce mardi, place d'armes de l'état-major général des FRCI. Toutes les forces sont présentes, toutes sont prêtes à prendre part au footing de cohésion, un moyen de raffermissement des liens de fraternité et de cohésion au sein des FRCI d'une part, et le renforcement de la fraternité entre les FRCI, la gendarmerie, la police nationale, les forces paramilitaires et les forces impartiales d'autre part. Le circuit, 4 km à travers le plateau, bien sûr, au rythme des chants militaires. Il n'y a pas eu que le footing ce mardi. D'autres compétitions sportives ont été enregistrées, notamment le volleyball et le football. Ce sera ainsi pendant 5 jours. Il s'agit d'abord de montrer la cohésion qui a existé entre toutes ces forces durant l'année écoulée, l'année passée, 2014. Il s'agit de travailler la main dans la main, faire en sorte que tous unis, nous puissions exécuter notre mission, qui est bien sûr garantir la sécurité à nos populations. Une innovation cette année, le bal des armées qui est à sa première édition sera désormais instauré dans les activités majeures des FRCI chaque année. Prévu pour le samedi prochain à 21h, il verra la participation des autres forces nationales, des forces impartiales et d'imminentes personnalités. À l'issue de cette première journée, l'état-major général des FRCI se félicite d'avoir remporté le challenge de rapprocher par le sport, facteur de bien-être et d'union, toutes les forces, terre, air, mer, qui la composent. Hors de la Côte d'Ivoire, le Venezuela, puissance pétrolière confrontée à la chute des prix du pétrole, est en pleine tempête économique entre récession et inflation galopante. Alors que le président Maduro effectue une tournée des producteurs de pétrole pour évoquer la situation, les Vénézuéliens, eux, redoutent que la situation s'empire. On va parler à présent sport football, CAN 2015. La Tunisie s'est imposée aujourd'hui 2-1 contre la Zambie, qui avait pourtant tout à sa portée pour remporter ce match. Les Aigles de Carthage font une belle opération pour la qualification du quart de finale. Le résumé de la rencontre avec Oda Lébi. La Tunisie évite la pression de la troisième journée en s'offrant 4 points après sa victoire sur la Zambie. En effet, les Aigles de Carthage ont fait une bonne entame du jeu, mais les Chipolo Polo plus entreprenants se montrent dangereux sans trouver la faille.
Les deux sélections regagnent ainsi les vestiaires avec un score vierge. La Zambie retrouve la pelouse avec plus de détermination et ouvre le score à la 59e minute. 1-0. Il y va tout seul cette fois-ci, la petite remise astucieuse et l'ouverture du score. La réaction tunisienne intervient à la 70e minute grâce à Ahmed Akaïchi. L'égalisation redonne de l'énergie aux Aigles de Carthage qui enfoncent le clou à la 89e minute grâce à Chikaoui. 2-1 pour la Tunisie qui prend les 3 points de la victoire. Et le deuxième match a opposé le Cap-Vert à la RD Congo, score 0 but partout. Demain, le programme par rapport à la CAN 2015, nous aurons la rencontre du groupe C, Ghana, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous retrouve demain à 20h pour un autre journal.